chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, une nouvelle séquence avec l'abbé Michel Viaud. Nous allons reparler des papes et la France, plutôt après la Révolution cette fois-ci. Puis nous parlerons avec René d'Ambrières d'une figure tout à fait fascinante de l'homme de la machine infernale, celui qui a tenté d'assassiner Bonaparte et qui est devenu prêtre aux États-Unis quelques années plus tard. Et enfin, comme je le fais de temps en temps dans cette émission, je vous proposerai quelques pistes de lecture pour les prochaines semaines. Et tout de suite, je me tourne vers l'abbé Viaud. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nouveau notre invitation. Donc, on parlait la semaine dernière de votre livre « Les papes et la France, de Clovis à De Gaulle ». Donc, on vous a remarqué que sous l'Ancien Régime, les relations entre les papes et les rois n'avaient pas toujours été un long fleuve tranquille. Non. Mais évidemment, ça s'est bien empiré, ou ça a été beaucoup plus tonique, si je puis dire, après 1789, et notamment 1790 avec la constitution civile du clergé. Qu'est-ce qui change avec la fin de l'Ancien Régime? Parce qu'on pourrait dire qu'en fait c'est juste le gallicanisme qui perdure, non? Oui, d'une certaine façon, vous avez raison, puisque le Concordat de Bologne de 1516, qui va durer jusqu'en 1790, oui. Ce Concordat de Bologne, en fait, c'était un gallicanisme royal. C'est ça. Autrement dit, c'était le Saint-Père qui traitait avec le roi. Et petit à petit... Donc, en gros, pour fixer les idées, le roi désignait et le pape disait c'est voilà, un évêque. Voilà, le roi désignait et puis le pape lui donnait l'investiture canonique. Ouais, bon, mais vous imaginez bien qu'il y avait quand même, si nous avions des ambassadeurs, c'était pour discuter. Évidemment. Et que, évidemment, on essayait d'aplanir les choses. D'ailleurs, ça se fera aussi après la Révolution, bien sûr. Quand il y aura des régimes raisonnables. Absolument. Bon, on discutera toujours. Parce qu'on voit aussi que dans que quand on a usé de diplomatie, en France, entre le Saint-Siège et le pouvoir, quel qu'il soit, les choses se sont bien passées. C'est quand l'un a voulu imposer par la force que ça ne va pas du tout. Absolument. Aussi bien du côté des papes que du côté du gouvernement. Ça ne va pas échapper. En 1790, on sort la constitution civile du clergé, on rompt le Concordat de Bologne, qui en fait était devenu un gallicanisme parlementaire, parce que depuis l'affaire du jansénisme, le Parlement faisait de l'obstruction pour enregistrer les bulles pontificales et puis aussi, bien sûr, les édits du roi, ce qui avait amené les États généraux. Bon. Et puis la constituante qui discute d'une constitution civile du clergé sans informer le pape. Bien sûr, il y a des évêques à la constituante, mais ils sont parmi d'autres. Et finalement, ils préparent un texte complètement impossible qui va contre la nature même. On retrouvera ce problème en 1905, de la structure hiérarchique de l'Église, puisque les évêques et les curés vont être élus par tout citoyen, y compris non catholique. Y compris non catholique, payant suffisamment d'impôts pour élire. Alors ça, c'est évidemment inacceptable. Le problème, c'est que le pape, qui a bien compris l'enjeu, Pie VI, qu'on caricature souvent, et on a bien tort, parce qu'il était très ouvert, il avait accepté le joséphisme en Autriche. Absolument. Donc, bon, mais c'était pas la même chose. Joseph était quand même un catholique. C'était un empereur catholique. Bon, d'une part, mais Pie VI était un homme très ouvert, il le dit bien dans le Bref Coevalicquantum. Il ne remet pas en cause, il ne veut pas se mêler des affaires politiques de la France. Il ne remet pas en cause ce que l'Assemblée a voté et ce que le roi a approuvé. Donc, il va assez loin. Mais il va très loin. Ça veut dire qu'il accepte la monarchie constitutionnelle. Bien sûr. Il joue le jeu de Louis XVI. Mais il dit là, d'une manière unilatérale, vous vous mêlez de doctrine et vous n'avez pas le droit. Il condamne. Et il condamne. Bon, et pendant 10 ans, c'est la guerre religieuse. Ça serait épouvantable. Ça, c'est l'affaire de la Vendée. Enfin, parce qu'on sait bien que c'est un des motifs. C'est le motif principal. C'est cette question. C'est pour ça que Napoléon aura beaucoup de mérite en 1801. Oui, absolument. De restaurer la paix religieuse. Voilà. Songez qu'il prend le pouvoir en 1799. En novembre, c'est Brumaire. En décembre, au Palais du Luxembourg, il reçoit Hyde de Neuville, l'envoyé du comte d'Artois. D'accord. Pour faire la paix en Vendée, préalable. Très intéressant. Pour bien montrer qu'il était l'homme de la paix. Il avait d'ailleurs fait savoir lors de la campagne d'Italie, j'explique d'une manière très, très subtile, enfin, il l'avait fait savoir, puis il y avait l'oncle Fesch aussi, qui sera cardinal d'ailleurs, mais pas tout de suite. Et finalement, on va signer en 1801
un concordat, ça va être terrible pour Bonaparte. Ouais. Et il va devoir faire front. C'est là qu'on va voir que le jacobinisme n'est pas mort. Bien sûr. Hein? Et c'est la raison pour laquelle il devra rajouter les articles organiques en 1802 qui donneront un pouvoir à l'État évidemment assez considérable. Beaucoup trop considérable. Beaucoup trop, bien évidemment, et que le pape n'acceptera pas, mais qu'il aura l'intelligence de ne pas mettre en avant pour refuser le reste. C'est-à-dire qu'il prendra comme acquis 1801, le concordat, et l'avenir lui donnera raison, parce que tous les gouvernements discuteront, en fait, sur les nominations d'évêques. On ne présentera au pape, sauf en 1902. Oui, c'est ça. Effectivement, Marianne III décide d'utiliser les articles organiques. Ben voilà, exactement. Tandis, Marianne III, oui, mais Combes. Oui, bien sûr. Parce qu'elles se sent assez fortes avec Combes pour aller à l'affrontement. Avec Jules Ferry, ça ne se passait pas comme ça. On envoyait au pape, il y avait le comte de Bohême qui avait été fait comte par Pie IX, on ne peut pas soupçonner son catholicisme, qui proposait au pape des noms. Et puis si le pape n'en voulait pas, il les rayait, et le gouvernement français ne les présentait pas. On ne présentait que des candidats acceptables. Voilà, et d'ailleurs, le résultat, c'est que ça a remis l'église au milieu de la ville, au milieu du village, Absolument. Et que vous aviez quand même, au début du XXe siècle, plus de la moitié des missionnaires catholiques dans le monde qui étaient françaises. Bien sûr. Et l'église de cette époque était en parfait état. Par rapport à aujourd'hui... Avec un petit sujet sur la formation, mais globalement, c'est vrai qu'on en avait dans tous les villages, on en avait... Oui. Et puis on en avait dans le monde entier. Et il y en avait dans le monde entier, et puis tout de même, il valait mieux, et c'est en ça que j'explique aussi que Léon XIII a demandé aux catholiques non pas de se rallier aux idéaux de 89, mais de prendre leur place, parce que il voyait bien l'empire colonial français, et Léon XIII préférait avoir des missionnaires catholiques que des missionnaires anglicans. Bien sûr. À la réserve près, ce qui était difficile d'ailleurs à anticiper à son époque, c'est qu'il a demandé le ralliement aux institutions qui posent pas de problèmes doctrinaux, mais les institutions étaient tellement intimement liées aux principes révolutionnaires qu'il était difficile de séparer les deux. C'est possible, mais vous savez, il faut faire une différence entre ce qu'était la Troisième République en 1892, au moment de l'encyclique de sollicitude, et puis de ce qui arrivera en 1898, donc... 4 ans plus tard, avec l'affaire Dreyfus. Je sais bien. Cette affaire Dreyfus a tout chamboulé. Et alors qu'on allait vers un apaisement total, et où finalement il y avait quand même une masse catholique énorme, les processions. Jules Ferry avait compté. On a une lettre de lui à sa femme où il lui dit je suis à la tête d'un pays qui a tant de processions et tant de stations. Donc il n'était pas forcément au courant. Et s'il demandait au Père Blanc de suivre l'armée française quand ils allaient au Tonkin, c'est bien parce qu'il savait aussi que l'adhésion à la France, c'était aussi l'adhésion au catholicisme. Voilà. Alors ça, c'était pas dit officiellement, mais c'était fait. Alors peut-être qu'on peut conclure sur 1905. Qu'est-ce qui change radicalement avec Combes et la version un peu apaisée d'ailleurs de 1905, parce qu'il y a la version hard entre guillemets d'Émile Combes, il y a la version apaisée de Briand et il y a la version très apaisée de 1925 ou de 1921-1925. Combes voulait maintenir, quoi qu'il en ait dit, voulait maintenir absolument le concordat, mais en appliquant strictement les articles organiques. Et donc il a tenté plusieurs coups. Par exemple, c'était de la provocation d'envoyer le président Loubet visiter le roi Victor Emmanuel à Rome, sans voir le pape, et puis en plus à Rome, c'était reconnaître un état de fait qui était quand même du grand banditisme à l'échelon international, parce qu'on avait pris au pape ces états, d'une part, et puis d'autre part, il y avait cette volonté de Combes d'avoir la haute main sur l'Église. Sur les nominations classiques. On le verra, quand finalement on va voter la séparation, c'est là qu'il va se heurter à Briand. Briand lui dira, mais vous voulez la séparation, soit, mais au moins laissez-les libres. Complètement libres, parce qu'il y avait d'autres lois qui étaient prévues, si fait que sur 9 mois de débat parlementaire, à cette époque il n'y avait pas de 49.3, il y avait un débat parlementaire, sur les 9 mois, on voit certains articles de loi de 1905 qui vont être votés par les socialistes de Jaurès alliés à la droite,
et d'autres par les socialistes avec les radicaux socialistes. Ouais, c'est ce qui montre bien que c'est une loi de compromis. Oui, bien sûr. Et que finalement, elle a été vivable parce qu'à partir de 1918, il y avait l'Union sacrée, et en 1918, c'était le Conseil d'État qui en dernier recours. Et finalement, on a toujours penché en faveur de l'Église, voilà, et du compromis, et d'apaiser les choses. Voilà. Seulement, ça demande des gens qui soient formés en diplomatie et qui n'oublient jamais qu'il n'y a pas d'église catholique de France, mais qu'il y a une église catholique en France. Absolument. Et qu'il faut toujours que le Saint-Père, que le Saint-Siège soit représenté dans les négociations importantes. Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé. Donc, l'abbé Michel Viaud, Les papes et la France, de Clovis à De Gaulle. C'est un livre magnifiquement édité par nos amis de Via Romana. Chers amis téléspectateurs, lisez ça. Ça change assez nettement notre vision, soit irénique pour l'Ancien Régime, soit conflictuelle pour le Nouveau. C'est vraiment un très beau livre. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le grand plaisir de recevoir René Lambrière pour un livre absolument remarquable qui s'intitule Le fulgurant destin du chevalier de Limolan, qui est paru chez Via Romana. Notre ami Benoît Mancheron a fait là une très belle trouvaille parce que c'est vraiment un bouquin absolument merveilleux. C'est à la fois un roman, la vie du bonhomme est incroyablement trépidante, et par ailleurs c'est extraordinairement édifiant. C'est l'histoire de la conversion d'un homme jusqu'à devenir prêtre, après avoir eu une vie un peu tourmentée dont on va parler à l'instant. Merci beaucoup, cher monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est qui le chevalier de Limolan ? Alors, merci d'abord de m'accueillir sur votre plateau. J'en suis très, très heureux. Et j'espère que je serai à la hauteur des éloges que vous formulez. Le bouquin est à la hauteur, c'est déjà pas mal. Mais on verra. Donc, le chevalier de Limolan, c'est un Breton originaire d'une ancienne famille d'armateurs de Saint-Malo, qui c'est une famille très importante de Saint-Malo, qui avait des comptoirs jusqu'à Cadix pour commercer avec les Indes, etc. Enfin, et qui a donc, par le biais du commerce maritime, s'est enrichi et donc a accédé à la fin du XVIIIe siècle à la noblesse. À la noblesse, c'est ça. Donc le père de Limolan a abandonné le commerce et s'est comporté comme un hobro breton. Et il était assez ouvert aux idées nouvelles, philosophiques et autres. Voilà. Et sa femme le sera encore plus. Oui. Et ils ont donc eu ce fils, qui était leur deuxième fils, qui avant la Révolution rentre dans l'armée comme officier, comme sous-lieutenant, c'est classique. Comme sous-lieutenant, et fait une très courte carrière avant la Révolution, puisque la Révolution abrège sa carrière politique. La Révolution l'arrête. Bon. Est-ce que je résume en 2 mots sa vie jusqu'au bout ? Oui, allez-y. D'accord. Ouais. Donc, la Révolution arrive. Très vite, il se met en retrait par rapport à la Révolution. Il refuse de prêter le serment, puisque les officiers devaient prêter un serment de fidélité au roi. Mais enfin, c'était le roi avec un petit air, je dirais. C'est d'abord la fidélité à la nation. Voilà, exactement. Et c'est ça qui posait un problème à des gens comme ça. Et c'est ça qu'il ne voulait pas. Et donc, il part en émigration. Et son père, malheureusement, est guillotiné en 1793 parce qu'il avait adhéré à la conjuration de la Rouërie, qui était une célèbre conjuration bretonne. Il a même été le trésorier, si j'ai bien... Son père s'est occupé des finances de la conjuration. Bon, c'était pas non plus... je sais pas si c'était pas des sommes considérables, mais enfin, c'était amusant. Il y avait de la fausse monnaie, il y avait des petites choses amusantes. Et puis, c'est courageux quand même. Quand on est sous la terreur, il faut être gonflé pour être le trésorier. C'était courageux et l'histoire l'a montré, puisque ça l'a conduit à l'échafaud.
Donc son père est guillotiné. On imagine que le fils qui n'aimait déjà pas trop la Révolution, ça n'a pas forcément arrangé les choses. De l'autre côté, peut-être juste pour rappeler, sa mère en revanche devient une jacobine de stricte observance. Alors non, j'irai pas jusque là. Mais sa mère était très sensible aux idées de la Révolution. Et je suppose que avant la Révolution, elle s'intéressait peut-être moins à ces aspects-là, mais dès que la Révolution est arrivée, où elle était d'origine de Nantes, où à Nantes il y avait tout un milieu révolutionnaire quand même assez, malheureusement, qui a eu des choses tragiques, et donc elle a adhéré à ce parti révolutionnaire sans, il n'y a pas une goutte de sang sur ses mains. Oui, absolument. Donc, voilà. Après, vous citez une partie de correspondance avec Fouché, qui est quand même pas le personnage le plus recommandable. Et en particulier, elle était amie, elle était amie de Fouché, qui est arrivé à Nantes au début de la Révolution. Enfin, il était né à Nantes, mais il est revenu à Nantes au début de la Révolution. Il a jeté sa soutane d'oratoria aux orties et il s'est marié juste à ce moment-là. Et il connaissait donc Madame de Limolan, qui avait une quinzaine d'années de plus que lui. Et ils ont gardé une relation. Une relation jusqu'à l'époque de l'Empire. Et Madame de Limolan avait poussé un peu son mari justement à participer aux activités nouvelles, à être dans le directoire des districts qui avait été créé à l'époque, etc. Puis rapidement, sous l'influence du père de Clorivière, dont on parlera certainement, qui était le premier de la famille à voir que la Révolution ne conduirait à rien de bien au niveau de l'Église. Alors peut-être rappelons juste, le père de Clorivière, c'est un ancien jésuite, les jésuites ont été dissous quelques années plus tôt. C'est un ancien jésuite qui est, pardon de le dire un peu caricaturalement, mais un peu le saint patron. Il n'est pas canonisé, mais le saint patron J'espère qu'il sera le saint. Je le fais ceci. Mais du catholicisme intransigeant du XIXe siècle, c'est un peu un des pères du culte du Sacré-Cœur. Évidemment, le Sacré-Cœur a pas besoin de lui pour se répandre, mais il a beaucoup fait pour répandre le culte du Sacré-Cœur. Et il a été un des grands auteurs ecclésiastiques contre-révolutionnaires. Et donc, c'est par ailleurs un oncle du chevalier dont on parle. Alors, le père de Clorivière, c'est le frère du père de Joseph de Limolan, donc c'est son oncle direct, qui a joué vis-à-s de lui un espèce de rôle de père spirituel, de père spirituel, mais il avait un lien très proche avec son neveu. Ce père de Clorivière je ne sais pas comment dire. Enfin, il a eu une fécondité dans son ministère qui était considérable. C'était effectivement un ancien jésuite. Il a été le dernier, c'était absolument extraordinaire. Il a été le dernier de la compagnie à prononcer son troisième vœu, vous savez, qui est le vœu de fidélité spéciale au pape, quasiment 15 jours avant que le pape ne supprime l'ordre. C'est extraordinaire. C'est quand même, sur le plan c'est spirituel, c'est très joli. C'est très joli. De la fidélité ecclésiastique absolument incroyable. Il était... je pense que c'est un grand spirituel, si vous voulez. Il s'inscrit dans les écoles de spiritualité françaises, etc., qui ont été développées disons qu'à partir du cardinal de Bérulle, etc. L'école française de spiritualité. Je pense qu'il s'inscrit dans ce courant, et il a eu une grande fécondité en créant donc deux congrégations, une congrégation masculine qui a disparu aujourd'hui, et une congrégation féminine, qui sont les filles du cœur de Marie, qui existent toujours aujourd'hui, qui est très importante, qui a plus de 2000 religieuses à travers le monde. Alors peut-être qu'il faut hélas accélérer parce que le temps file, mais donc on a un chevalier de Limolan en émigration, de moins en moins sympathisant de la Révolution.
Il revient en France quand même. Donc il revient en France à une époque, alors à la fin de la Révolution, à partir du Directoire, il y a eu des hauts et des bas. Il y a des moments où il y a une pacification, il y a eu plusieurs chouanneries, il y a eu 3 chouanneries, absolument. et il y a eu en gros 3 pacifications. Enfin, une chouannerie s'était succédée par une pacification, etc. Donc à un moment, à la fin de la Révolution, il peut revenir en France, disons plus ou moins en liberté. Et puis la 3e chouannerie éclate. C'est une chouannerie de l'Ouest qui a été extrêmement efficace. Les chouans, le Directoire était déliquescent, et les chouans ont réussi à prendre les plus grandes villes de l'Ouest, Le Mans, Nantes, etc. Bon, mais on n'en gardait aucune. Mais ils ne pouvaient pas les garder parce qu'ils n'avaient pas la logistique derrière. Bon. Et donc Clorivière, Lily-Mollen, s'est engagé comme chef de guerre, major général dans cette chouannerie dans laquelle Cadoudal a joué un rôle important. Et juste après, est arrivé le 18 Brumaire, et Bonaparte a essayé de mettre fin à cette guerre civile et de rétablir l'autorité de l'État. Il a fait une offre de pacification qui était honorable. On peut pas dire, il faut le reconnaître, qui était tout à fait honorable et équilibré. Il laissait aux gens au minimum bien sûr la liberté d'exercer leur religion. Il permettait de réintégrer un certain nombre de gens qui étaient dans la chouannerie, etc. Et donc, la grande majorité des insurgés ont accepté à juste titre, ont accepté cette pacification. Mais pas Cadoudal et pas Lily-Mollen. Cadoudal a rencontré, et Bonaparte a rencontré personnellement les grands chefs chouans. Et Cadoudal est venu le voir au mois de mars 1800, donc au Palais des Tuileries. Et mais Cadoudal et Bonaparte, le fit n'est pas passé. C'était le choc des titans. De grandes personnalités de part et d'autre. Et Cadoudal a dit non. Il n'a évidemment pas dit ça à Bonaparte, mais il a continué la lutte. Et Lily-Mollen l'a suivi. Et donc, Lily-Mollen a été le cerveau, avec son voisin de campagne qui s'appelait Saint-Régent, de l'attentat de la rue Saint-Nicaise. La fameuse machine infernale. La machine infernale. Que tout le monde fait porter à Cadoudal, mais il n'est pas certain d'ailleurs que Cadoudal ait été responsable de l'opération. Non, alors justement, j'ai expliqué dans le livre où la machine infernale, c'est un peu le mistigris que tout le monde se refile. Que tout le monde se refile, parce qu'effectivement, il y a eu des effets. Les conséquences sont assez funestes pour tout le monde. Des conséquences funestes. Bon, ceci étant, juste une très brève incise, il y a eu exactement 10 morts. 6 le jour à l'instant de l'explosion et 4 après, ce qui est déjà beaucoup. Mais dans la littérature, etc., vous voyez des chiffres... on a l'impression que c'est un attentat de vous voyez des chiffres beaucoup plus élevés qui sont faux. Je tiens quand même à le... Et donc peut-être, malheureusement, on arrive au bout de l'émission. Donc Lily-Mollen est obligé de s'exiler, il part aux États-Unis. Donc Lily-Mollen, qui était mal vu par Fouché, évidemment. part aux États-Unis. Je n'explique pas les circonstances. Réussit à partir aux États-Unis et il arrive à Savannah. Et il a toute une affaire à suivre, parce que son beau-frère a eu un gros héritage aux États-Unis. Une plantation dans une île qui s'appelle l'île de Sapelo, qui aujourd'hui vaudrait des milliards, mais que malheureusement ils n'ont pas pu garder. Cet héritage est extrêmement compliqué, et donc Lily-Mollen, qui était sur place et qui parlait anglais, s'occupe de cet héritage. En même temps, il fait de la peinture, et il fait la peinture de Monseigneur Carroll, le premier évêque américain, qui avait été curieusement élu, c'est-à-dire semi-élu. C'est-à-dire que et là le pape, je pense, avait bien vu. Il a investi après l'élection. Il a été proposé par ses curés. Il y avait 30 prêtres catholiques aux États-Unis en 1792. C'est dire ce que c'était. Bon, et il a été proposé par ses prêtres, et le pape a ratifié exceptionnellement pour le premier évêque ce choix. Bon, donc il rencontre Monseigneur Carroll, il lui fait des miniatures. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit pendant ces séances de pause? Là, on peut tout imaginer. On n'a pas de témoignage. Monseigneur Carroll était un ami du père de Clorivière,
Parce que ce sont deux anciens jésuites. Ouais. Bon, avant l'indépendance, il n'y avait pas de séminaire aux États-Unis, donc les catholiques, en général d'origine irlandaise, qui voulaient accéder au sacerdoce, venaient en Europe. Se former. C'était le cas de Monseigneur Carroll, qui s'est formé avec le père de Clorivière. Donc, il finit par... il était hésitant entre le mariage et bien sûr le sacerdoce. Bon, mais l'attentat l'a fait mûrir, l'a fait extrêmement mûrir. Il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur, enfin qu'il n'avait pas pris la bonne. Peut-être qu'on pourrait conclure là-dessus. Pardon. Donc finalement, il demande l'ordination. Comment est-ce que l'évêque américain qui choisit de l'ordonner a traité la question de... donc c'est quand même un meurtrier. Enfin, il est responsable directement de la mort de plusieurs personnes. C'est pas tout à fait rien. Alors c'est une excellente question. Donc j'ai réussi à trouver, parce que c'est une question que je me suis posée et qui n'avait pas été traitée, ce qui est quand même dommage. Alors il y a plusieurs... les explications sont assez simples. Bon, d'abord, quand un candidat au sacerdoce, a commis un homicide volontaire, seul Rome peut décider de lever cet empêchement. Ça, c'est dans le droit canon. C'est écrit en lettres de bronze dans le droit canon. Bon, donc l'accord de Rome n'a pas été demandé. Donc ça veut dire que Monseigneur Carroll, qui en fait était en lien direct avec le père Tessier, qui était un Français, qui était le directeur du séminaire de Baltimore, donc connaissant parfaiement l'histoire de France, etc. Donc rien ne pouvait être caché. L'affaire de la machine infernale, tout le monde avait parlé. Et le père Tessier, forcément, la connaissait. Ensemble, ont décidé de passer outre à la demande à la consultation romaine. Parce que ils ont pensé qu'il y avait des circonstances très largement atténuantes. Bon, d'abord, l'immolant n'était pas directement, s'il n'était pas derrière la machine infernale, c'était Saint-Régent, il était sur la place du Carrousel, donc il n'a pas pu apprécier si au moment de la lancer, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui risquaient d'être tuées. Bon, donc j'allais dire, ça ne discute pas sa responsabilité, parce que c'était un des cerveaux, mais il n'a pas pu apprécier réellement ce qu'il faisait. Bon, premièrement. Deuxièmement, il a pris un détachement très important. Il a eu un repentir considérable sur cet événement. Et oui, donc, vous écrivez que je crois que c'est le soir de Noël, que tous les soirs de Noël, ils célébraient la messe. Oui, alors il y a une petite fille, il y a une tradition qui rapporte qu'il y a eu 10 personnes qui ont été tuées, donc 6 sur le coup, et sur les 6 sur le coup, il y a eu une fillette de 12 ans et une fille d'une quinzaine d'années. La fillette de 12 ans, elle a porté du pain, et il y a une tradition rapporte, mais qui est conservée par les sœurs de la Visitation, donc à laquelle j'accorde du crédit, mais sans être sûr de l'historicité. Je ne suis pas totalement sûr de l'historicité, qu'effectivement la veille de Noël, qui était le jour de l'attentat, il passait une partie de la nuit en prière dans la chapelle du couvent de la Visitation où il était à Washington pour repenser à ces... Merci beaucoup. Je suis désolé qu'on soit obligé d'abréger si vite, mais c'est une histoire vraiment incroyable. Le fulgurant destin du chevalier de Limolan. Chers amis téléspectateurs, achetez le livre, lisez-le. C'est un bonheur. C'est très agréable à lire. Donc Via Romana, René d'Ambrières, le fulgurant destin du chevalier. Vous pouvez le montrer. De toute façon, ça passe derrière nous. Merci beaucoup, cher monsieur. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité d'en parler. Voilà. Merci. Et donc pour terminer cette émission, je voulais vous proposer quelques pistes de lecture et éventuellement d'achat pour Noël. Le premier ouvrage que je vous suggère, que je vous propose, qui est vraiment un ouvrage assez remarquable, s'appelle « Le trésor de la Sainte Messe ». C'est Via Romana qui l'a traduit de l'américain. C'est un ouvrage magnifiquement illustré. Donc, comme vous savez, évidemment, beaucoup d'œuvres d'art parlent de la messe. Donc,
évidemment, ces œuvres d'art se retrouvent dans cet ouvrage. Vous avez aussi de très belles photos de la messe, parce que la messe, si je puis dire, est un moment très photogénique, entre guillemets, pardon pour l'expression. En tout cas, le trésor de la Sainte Messe, donc ça s'appelle, c'est sous-titré le guide complet de la messe en latin. Ça, j'aime un peu moins le sous-titre, mais enfin, le trésor de la Sainte Messe est vraiment un très bel album avec les textes de la messe et beaucoup d'illustrations de très belle qualité. C'est paru chez Via Romana et voilà, c'est un très bel ouvrage à recommander très largement. Deuxième ouvrage que je vous propose, pas du tout le même style, Michael O'Brien, que vous connaissez probablement au moins de nom. Très grand romancier canadien qui est traduit très régulièrement par les éditions Salvator. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est lui qui avait fait cette très belle écrit cette très belle histoire sur le Father Elijah, le père Elijah, un homme politique qui devient carme et qui lutte contre l'Antéchrist, qui est une espèce de président de l'ONU. C'est vraiment une très très belle allégorie de notre monde contemporain. En l'occurrence, O'Brien, donc ça vient d'être traduit en français, publie un roman sur le prophète Ézéchiel. Ça s'appelle Au bord des fleuves de Babylone, comme le psaume, hein, vous connaissez. Et donc ça parle de la vocation de cet immense prophète qui est Ézéchiel. Voilà, je ne saurais trop vous conseiller. L'écriture d'O'Brien est un enchantement. C'est un homme qui a été qui est très méditatif, donc qui a beaucoup approfondi notre foi, les Écritures, etc. Donc ça mérite vraiment d'être lu. Et enfin, là encore, rien à voir avec les styles précédents. George Weigel, que vous connaissez peut-être au moins de nom, ça a été un des grands biographes de Jean-Paul II, catholique américain, qui a écrit un ouvrage assez intéressant qui s'appelle Pour la sanctification du monde, l'héritage de Vatican II, c'est le sous-titre, c'est à l'occasion donc du 60e anniversaire de l'ouverture du concile, donc ça a été publié en 2022, à l'occasion du 60e anniversaire de 1962. C'est paru chez Artege et c'est une relecture des documents du Concile, relecture conservatrice, alors qui suscitera beaucoup de questions chez un certain nombre de téléspectateurs. Ça a en suscité en tout cas chez moi, puisqu'on a évidemment tous ces débats autour de la collégialité, autour de la liberté religieuse, qui ne sont pas traités de façon tout à fait convaincante par Weigel, mais Weigel a cet immense avantage d'être un peu comme Jean-Paul II et comme Benoît XVI, un grand tenant de l'herméneutique de la continuité, et donc d'essayer de lire les textes du Concile le plus possible en conformité avec la tradition. Et donc c'est un ouvrage qui mérite vraiment d'être lu, d'abord parce que c'est un intellectuel qui compte dans le débat américain, mais aussi parce que il aide à dépassionner un peu le débat sur Vatican II, puisque comme vous savez, c'est encore un peu explosif. Donc George Weigel, Pour la sanctification du monde, chez Artege, c'est un livre qui fait 425 pages. Michael O'Brien, Au bord des fleuves de Babylone, chez Salvator, un livre qui fait 395 pages, et Le trésor de la Sainte Messe chez Via Romana. C'est un livre qui fait, lui, beaucoup moins, 93 pages, mais 93 pages, évidemment, en couleur. Voilà, ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera Terre de Mission. Nous nous retrouvons quant à nous dans 3 semaines. D'ici là, que Dieu nous garde.